Chers amis, bonjour, bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission donc de New African Conversation, en d'autres termes, le nouveau débat africain. Nous avons aujourd'hui un invité spécial, un invité qui est un ami, qui est un compatriote, un ami qui va partager avec nous donc non seulement en tant que citoyen d'Afrique, mais également il va s'adresser au reste du monde et donner son point de vue sur la perspective qu'il a sur l'Afrique. Donc avant de rentrer à l'état, j'attends que les gens se connectent, connectez-vous, et donc ça nous fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc je vous donne encore 2 petites minutes. Et surtout, pendant que vous vous connectez, dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez. Ça nous fera plaisir justement de savoir qui sont ceux qui nous regardent. Et aussi une chose importante, ce sera donc de partager le lien pour permettre donc à ceux qui ne seront pas en direct, bien qui ne savent peut-être pas qu'il y a ce direct, qu'ils puissent également se connecter. Donc on vous donne encore 2 petites minutes et nous allons commencer donc notre live. Donc, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont connectées. Merci de nous dire d'où est-ce que vous nous regardez. Ça nous fera plaisir. Dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, donnez-nous vos commentaires. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Et je suis certain que mon invité sera heureux de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas, posez-nous vos questions, dites-nous d'où est-ce que vous nous recevez. Et surtout, de partager le live pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent se joindre à nous. Donc, sur votre page Facebook, vous partagez le lien et ça permettra à vos amis justement de se joindre à nous et de participer à l'émission. Aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de l'Afrique, qui est un sujet brûlant en ce moment. L'Afrique, nous allons parler des peuples noirs. Nous allons parler justement de cette Afrique qui se cherche, cette Afrique qui cherche ses marques. Et avec mon invité aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à certaines questions, donner peut-être pas un point de vue d'expert, parce que nous laissons cela aux experts, mais en tant qu'Africains, en tant que citoyens africains, nous pensons que nous avons le devoir de nous exprimer sur ce qui concerne le continent et autant que possible d'apporter notre point de vue ou peut-être des solutions qui pourraient aider à l'émancipation de l'Afrique. Donc, il y a 5 personnes. Dites-nous d'où est-ce que vous nous recevez. Envoyez-nous les commentaires. Je vois qu'il y a ici, on a François Martial Okawe qui est là. Merci d'être là, François. Donc, tous les autres, merci de nous dire justement d'où est-ce que vous nous recevez. Partagez le lien. Et surtout, nous voulons une réunion qui soit interactive. Nous voulons votre point de vue. Nous voulons vos questions. Ça va être très, très important pour que justement la rencontre soit vivante. Donc, nous attendons encore 1 minute avant de commencer le programme. Alors, je vois que Sader Roby s'est connecté également. Est-ce que vous pouvez me dire, je vois François Martial Okawe qui est là. C'est sûrement de Libreville au Gabon, je suppose. Hein. Dites-nous là ce que vous nous recevez. Je vois ici qu'il y a donc Sader Roby qui est là. 5 sur 5 comme il dit. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir ça. 5 sur 5, on vous reçoit. C'est parfait, c'est super. Et surtout, vous nous recevez, mais également, il faudra nous poser des questions tout au long donc, de l'émission pour que nous puissions avoir une réunion interactive. Alors, nous allons commencer. Je vais donc emmener donc sur l'écran notre invité, qui est une personne d'expérience, une personne qui vit au Canada. Et je suis certain qu'il saura nous dire lui-même qui il est. Je sais qu'il est ingénieur, mais je lui laisserai le soin de se présenter à vous et de dire exactement quel est son parcours jusqu'à sa venue au Canada. Et nous partirons de là justement pour commencer le débat. Bonjour Guy Martial, comment vas-tu? Bonjour mon ami Charles, je vais très bien, merci et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Alors comme je vais quand même dire à ceux qui nous regardent, nous avons décidé
en tant que frères africains, en tant que Gabonais, parce que c'est le cas, nous sommes tous les deux du Gabon, originaires du Gabon, c'était de converser dans ce moment, donc de nous tutoyer. Hein. C'est vrai que dans les médias, généralement, on se voit même lorsqu'on est amis, mais non, on pense qu'ici, nous allons nous tutoyer parce que nous sommes des frères. Et donc, c'est dans ce sens que cette émission, ce show va se dérouler. Alors, comment vas-tu? Oh, je vais très bien, je vais très bien, là, je vais très bien. Mais écoute, tout d'abord, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à mes concitoyens ou à mes frères africains. Et encore félicitations pour le show là, qui s'inscrit vraiment dans une grande dynamique d'amener notre continent vers un développement. Donc, si je dois faire une petite présentation de moi-même, en fait, donc, je m'appelle Guy Martial Divakou, je suis originaire du Gabon. Je suis arrivé au Canada le 24 décembre 1995 exactement. En fait, j'ai eu droit à une bourse du Gabon pour ici étudier dans le cadre d'un programme qui venait d'être mis en place, donc visant à former des techniciens gabonais, donc un programme conjointement entre l'État gabonais et le gouvernement canadien à travers la province du Québec. Donc, j'ai eu une bourse du Gabon, je suis venu ici, j'ai fait un DEC, qui est un diplôme d'études collégiales, en fait, qui correspond à un BTS dans le système francophone en électronique. Donc, après ça, je me suis inscrit à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Là-bas, j'ai fait un diplôme d'ingénieur électrique dans la spécialisation des systèmes automatisés. Et après quoi, j'ai fait un certificat en santé et sécurité au travail. Et bon, mais après, j'ai rejoint le marché du travail. J'ai travaillé plusieurs années au Québec avant de finalement décider de déménager vers l'Ontario, donc à Ottawa, exactement. Ouais. Et puis, ça fait depuis une dizaine d'années que j'ai créé ma compagnie qui s'appelle GMD Technologies. Et parallèlement à cela, je suis enseignant dans un collège ici qui s'appelle La Cité, en fait, qui est le plus grand établissement post-secondaire de langue française en Ontario. Comme on sait, l'Ontario, c'est une province anglophone. Ouais. Donc, parallèlement à ça aussi, je suis chercheur au centre d'expertise et de prototypage intelligent. Donc, on est dans des projets de recherche dans le domaine des sciences appliquées. Ouais. Et on conçoit des systèmes. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. OK, c'est parfait. Mais donc, justement, c'est un bagage intéressant que tu as, évidemment, pour ceux qui nous regardent, pour se dire, attends, voici un professeur qui est là, qui est en train de travailler au Canada et qui est en train de former des Canadiens et d'autres nationalités, parce qu'il faut dire que le Canada, bon, il y a plusieurs nationalités au Canada, hein, donc il y a plusieurs des personnes d'origine de différents pays. Alors, pourquoi pas le Gabon? Oui, ça, c'est une très bonne question. Pourquoi pas le Gabon? Mais je pense que pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, entre autres, certainement les opportunités. Donc, en fait, les opportunités, et puis très sérieusement, il s'agit d'une question d'opportunités sur place et puis et éventuellement des structures mises en place, parce qu'on ne se cachera pas, là, si je parle si on prend un exemple particulier dans ce qui nous concerne ici, le Gabon, mais dans le système d'éducation, on a de la difficulté, les investissements ne sont pas faits, donc ça crée des situations ou des situations professionnelles, en fait. On voit les conditions dans lesquelles les professeurs ou les enseignants vivent, que ce soit des conditions monétaires ou des conditions d'infrastructure. Donc ça, là, je dois t'avouer que ça n'a pas aidé beaucoup dans ma prise de décision, donc à savoir s'il me fallait repartir au Gabon ou finalement rester ici. Et puis aussi, j'ai une formation d'ingénieur électrique, donc j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'ingénierie. Et je dois t'avouer que j'ai eu plus d'opportunités. En fait, les opportunités qui m'ont été offertes ici m'ont finalement ont facilité le fait que je décide finalement de m'établir au Canada et éventuellement aussi les perspectives qui sont offertes à nos enfants ici. Exact. Donc, tout ça, là, ça penche dans la balance. Okay. Mais tout au début, à la fin de mes études, en fait, l'objectif, c'était d'abord de prendre de l'expérience professionnelle, justement, avant de me décider d'aller au Gabon.
Mais bon, il y a des circonstances où il y a des choses, des climats politiques et autres qui ont fait en sorte que finalement, j'ai décidé de continuer mon expérience ici, l'acquisition de mon expérience ici. Et puis éventuellement, l'objectif au bout de la ligne, c'est de repartir à un moment donné parce que je suis convaincu que l'avenir se trouve en Afrique. C'est certain, c'est certain. Et je suis heureux de t'entendre dire, parce que justement, on dit que l'Afrique, c'est l'économie du futur. Et je pense également que le point que tu as soulevé est très important, justement, sur le manque d'infrastructures, sur les différentes difficultés que l'on rencontre en Afrique, surtout pour les enseignants, puisque c'est ton domaine. C'est tout cela qui va contribuer, une fois que tout cela sera résolu, qu'on pourra arriver à une Afrique que nous voulons, à un Gabon que nous voulons, où les gens pourront se former sur place et rester sur place, et sans avoir la tentation de se dire, bah, écoute, moi, je vais m'installer ailleurs parce que les conditions sur le terrain ne sont pas favorables justement à ceux qui obtiennent des diplômes restent sur place. Donc, ça fait partie un peu de la dynamique que nous voulons essayer de mener ici dans le débat que nous allons avoir, amener les gens à prendre conscience qu'il est important de commencer à faire le nettoyage autour de soi, commencer à mettre en place ce qu'il faut pour permettre à la jeunesse surtout de se sentir fière de rester au pays. Voilà, donc c'est un peu ça le but. Et aujourd'hui, le débat va être à un niveau plutôt panafricaniste, où on va voir comment est-ce que l'on pourrait, sans pour autant aller dans les problèmes, on les connaît. C'est-à-dire, quelles sont les solutions que l'on peut apporter au Gabon, en Afrique, parce que les problèmes en Afrique sont les mêmes. Oui. C'est du copier-coller, ce sont les mêmes problèmes. Et donc, se dire, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Africain, en tant que membre de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un sang neuf dans nos pays et faire en sorte que ces pays puissent justement s'aligner avec ceux, donc, ce qu'on appelle les pays plus développés, donc des pays comme en Europe, les pays européens ou les États-Unis. C'est ça le but de la conversation. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous dises un peu quelle est ta vision un peu dans tout ça. Quel est ton point de vue par rapport à tout ça? Mais je dis, par rapport au développement de l'Afrique, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, je pense que, et je suis convaincu, de toute façon, je ne suis pas le seul, hein, nous sommes nombreux à être convaincus que l'avenir se trouve en Afrique. Ça peut être autrement. On a la population la plus jeune, on a les ressources naturelles qui viennent avec. Donc, c'est clair hors de tout doute que l'avenir se trouve en Afrique. Maintenant, il faudrait que nous, Africains, je pense, que ce soit de la diaspora ou de ceux qui sont restés au pays, prennent conscience de cela. Prennent conscience justement de la force en ce moment que nous allons représenter. Donc la première chose, je pense, c'est ça, c'est prendre conscience de l'importance dorénavant qu'on a dans les décisions qui peuvent être prises au niveau des instances internationales. Donc prendre conscience de ça. Et également aussi, je pense, mettre en lumière les bons coups qui se passent en Afrique. Parce que, très honnêtement, là, je pense que nous avons une jeunesse qui est très, 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 très dynamique. Et il y a des choses qui se passent réellement. Il y a des choses qui sont mises en mouvement réellement, mais que malheureusement, peut-être par faute de médias, ces bons coups ne sont pas relayés. Donc, je pense qu'au niveau des médias aussi, on devait s'investir, c'est qu'il a créé nos propres médias pour pouvoir justement véhiculer cette image de l'Afrique qui est en mouvement, de l'Afrique qui bouge, de ces intelligences qui sont sur place et tout. Et nous, je pense, au niveau de la diaspora, c'est mettre des mécanismes pour permettre d'interagir de façon intelligente avec nos frères qui sont restés en Afrique. Parce que souvent, un des réflexes que ceux qui sont restés en Afrique, en fait, moi, c'est mon observation à moi, souvent on a l'impression de se faire passer pour des donneurs de leçons. Nous vivons dans certaines démocraties, où nous vivons dans dans des pays où les choses sont assez bien organisées, fait que souvent quand on arrive sur place, on a l'impression de vouloir bousculer les gens, alors que cette interaction-là doit se faire de façon intelligente. Et c'est pour ça que selon moi, je pense qu'on devrait, il y a des exemples qui sont déjà faits. Hein. Si on regarde au Rwanda, par exemple, ou encore en Éthiopie, il y a des organismes qui sont mis en place sur place pour pouvoir faire justement cette interface entre la diaspora et
et nos pays africains. Ouais. Mais c'est certain que c'est quelque chose qu'il faudra donc revoir au niveau de nos pays. Parce que malheureusement, il n'y a pas les structures nécessaires pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Parce que les jeunes aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'accès aux réseaux sociaux, il est évident que les jeunes sont au fait de tout ce qui se passe hors de leur pays. Et par conséquent, ce qu'ils veulent, parce que l'être humain compare, se dire qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, mais pourquoi ça ne se passe pas chez moi? Pourquoi chez moi c'est différent? Et moi, je pense qu'il y a comme une déconnexion entre ceux qui gouvernent les pays et les populations qui ont des attentes, mais il y a comme une cassure. Et moi, je pense que cette cassure, qu'il va falloir tout le monde travailler sur cette cassure et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener justement ces deux groupes-là à commencer à voir les choses dans la même direction, c'est-à-dire ce que nous voulons, nous, c'est le bien du pays. C'est le bien du pays que l'on veut. Ce n'est pas pour des raisons égocentriques, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, en tant que citoyen d'un pays donné, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses donc, dans mon pays. Mais malheureusement, il n'y a pas cette envie de le faire parce que bon, les conditions ne s'y prêtent pas. C'est mon point de vue. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, je partage ton point de vue. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un mécanisme pour pouvoir créer justement ces conditions favorables. Il faut trouver une façon de le faire. Mais le grand problème, un des grands problèmes aussi, là, c'est parce que nos institutions ont perdu énormément de crédibilité. Ils ont perdu énormément je dis, cette confiance parce que c'est très important. Nous, on vit dans une société où la confiance envers les institutions est très primordiale, je veux dire. Donc, une fois c'est rompu, ça devient compliqué de pouvoir amener justement, parce que les gouvernements font quoi? Faut créer, en temps normal, créer des conditions pour pouvoir permettre à certaines choses de se mettre en place. Je dis, vont créer des conditions pour que les gens investissent, par exemple. Mais ça, évidemment, c'est un gouvernement dans un pays, c'est un gouvernement qui a cette responsabilité-là de créer des conditions pour que des entrepreneurs, par exemple, puissent investir ou des investisseurs puissent arriver. Mais nous, on a l'impression justement que ces gouvernants-là, et c'est la grande question, ces gouvernants-là ne travaillent pas pour, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas pour le peuple. Donc, la grande question, c'est comment justement rétablir cette connivence qu'il devait avoir entre justement les gouvernants et puis le peuple. Ouais. Et ça nous ramène à la démocratie. Exactement. Et tu vois une chose que moi j'ai créé un concept qui en fait, tu vois donc la bannière que l'on voit justement là sur l'écran, c'est l'Afrique. Pour moi, l'Afrique c'est un paradis sur terre. Donc en anglais, j'ai créé ce concept qui dit c'est Africa, a heaven on earth continent. Ça signifie que l'Afrique, pour moi, c'est un paradis sur terre. Mais malheureusement, je pense qu'il y a comme une cassure entre l'Afrique, qui est un paradis sur terre, et les Africains. On ne se rend pas compte de la richesse de l'Afrique. On ne se rend pas compte de l'importance de notre continent. On ne se rend pas compte de ce que représente notre pays. Quand on est citoyen d'un pays, on doit se battre pour ce pays. On doit aimer son pays. Mais quand un peuple commence à dire mon pays, je préfère partir de mon pays, c'est qu'il y a comme une cassure quelque part. Hein? Ça, moi, j'ai aimé la chanson de Annie-Flore Bacheleli qui a fait Afrique mon toit. C'est très profond, ça, Afrique mon toit. Ça montre justement que nous avons un toit, nous avons une maison, c'est l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de ce continent qui pleure depuis si longtemps? Oui, mais faut pas non plus, Charles, perdre de vue qu'il y a des... Justement, le crime profite certainement à certains individus ou bien certaines organisations ou encore certains pays. Je dis, il y a des gens qui ont justement tout un intérêt à ce que les choses ne changent pas ou à ce que ce fossé-là ou cette cassure-là devienne de plus en plus importante parce qu'il ne faut pas oublier que la pauvreté des uns fait la richesse des autres. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment une grande prise de conscience, que ce soit de notre part, nous, la diaspora, parce que l'avantage que nous, on a, en fait, nous, la diaspora, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a plus ou moins vécu dans les deux mondes, si on peut dire ça comme ça.
quand tu prends une expérience de quelqu'un comme moi, j'ai vécu au Gabon, puis j'ai vécu au Canada. Donc, je suis quand même, et c'est souvent, j'ai l'impression, c'est souvent la difficulté qu'on a à faire comprendre à nos compatriotes qui sont restés au pays. C'est un double avantage pour nous, c'est que on a vécu certaines situations dans nos pays d'origine, et quand on est arrivé ici, on voit comment ça marche. Nous avons des postes d'influence plus ou moins où nous avons réussi dans cet environnement aujourd'hui. Donc, étant en possession de ces deux, si vous voulez, si tu veux, de ces deux réalités-là, je pense qu'on est en mesure de pouvoir s'asseoir et puis de créer un environnement justement qui permet à l'Afrique de prospérer. Et ce que moi j'aime bien, tu sais, Guy Martial, si tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui prône l'unité de l'Afrique, qui prône justement une Afrique qui soit une superpuissance aux yeux du reste du monde. Mais il est évident que pour atteindre cet objectif ambitieux, il est important pour l'Afrique, justement, pour chacun des pays, de faire le ménage d'abord localement. Parce que tant qu'on ne fait pas le ménage chez soi, on ne peut pas se lever confortablement et commencer à parler de l'unité africaine, alors que à la maison, il y a le feu qui brûle, il y a le feu à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Oui, justement, parce qu'on a un problème de crédibilité. Ouais. Parce que c'est ça, le réflexe de celui à qui on veut donner la leçon, ça sera oui, mais occupe-toi d'abord de chez toi. Regarde chez toi, c'est un exemple chez toi. Donc, ça va de soi que justement, il y a du ménage à faire. Mais il faut cependant qu'on comprenne qu'il y a véritablement des gens qui ont intérêt à ce que l'Afrique demeure pauvre. Parce que ça enrichit. Parce que ça les enrichit justement. Donc, moi, je pense qu'il faut cette prise de conscience. Et une fois on a pris conscience de ça, c'est de mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre d'aller au-delà de ça. Donc, si on parle de mécanismes, par exemple, nous, la diaspora, nous savons comment ces systèmes sont faits. Nous avons quasiment les clés de la réussite de ces systèmes-là. On vit là-dedans. Là. Je veux dire, systèmes occidentaux, je parle de systèmes occidentaux. Donc, on voit comment ils sont arrivés à ce niveau de réussite. Nous sommes à l'intérieur, nous faisons partie de ces systèmes-là. Donc, je pense qu'on devrait trouver un mécanisme justement de pouvoir mettre cette expertise-là au service de nos pays d'origine. C'est comment mettre ça en place. Mais moi, je pense, à mon humble avis, c'est d'abord de pouvoir justement de pouvoir établir une espèce de pont avec nos gouvernements locaux, de pouvoir établir des ponts, de pouvoir avoir des forums, mais des véritables forums dans lesquels justement on peut apporter ces idées-là et puis ensemble on peut travailler pour pouvoir voir comment est-ce que justement on peut faire avancer les conditions de nos pays. Exactement. Mais sauf que souvent ça c'est perçu justement parce que ça c'est perçu par certaines forces obscures comme étant un danger. Donc, il y a des gens qui vont toujours tout faire justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce type de dialogue, justement qu'il n'y ait pas ce type de dialogue entre nous, qui connaissons plus ou moins les codes de leur réussite, et puis mais nos gouvernants qui sont restés au pays. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que moi je pense que lorsqu'on parle d'un pays s'est constitué de citoyens, et ces citoyens, chacun d'eux a un rôle à jouer. Chacun d'eux a une mission. Parce que moi, je sais qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. On a l'image de Dieu en nous. Donc, nous sommes par nature, nous sommes créatifs. C'est ça. Oui. Et donc, il est important donc, pour les personnes, pour chaque citoyen dans le pays, qu'il ait la possibilité de pouvoir d'exprimer son potentiel pour pouvoir contribuer justement au développement du pays. Et moi, je trouve ça aberrant que quelqu'un soit multimilliardaire, d'autant plus qu'en fait, je ne parlais même pas de richesse, parce que la richesse, ce n'est pas par rapport à son compte en banque. La richesse, c'est d'abord au niveau de son mental. Hein. Donc, oui. Comme disait tout à l'heure, on a vu justement un commentaire de Mireille qui parlait justement de que ça n'aborde pas, c'est au niveau de l'esprit, c'est le mindset. Comment est-ce que tu vois ton pays? Moi je qualifie parfois le comportement de certaines personnes qui gouvernent le pays, mais qui détournent les fonds du pays. Je te dis, c'est un peu comme un comportement schizophrénique. C'est pourquoi? Parce que
Le pays, c'est comme ta maison. C'est comme si moi, je suis chez moi aujourd'hui et je suis en train de voler ce qu'il y a dans ma maison. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est un comportement qui sort un tout petit peu, c'est un comportement schizophrénique. C'est-à-dire, comment je peux voler des biens qui m'appartiennent? C'est pas normal. Parce que c'est le même citoyen qui détourne, il paye des impôts, mais il détourne son argent. C'est pas normal. Oui. Il y a une espèce de boulimie financière qui fait que les gens ont tendance à se dire, ben, plus j'ai les poches pleines, ben, plus je vais me faire passer pour une personne qui a de la notoriété. Ce n'est pas l'argent qui fait ça. La différence, c'est qu'est-ce que je peux faire comme individu par rapport au poste que j'occupe? Quelle différence je peux faire dans la vie de chaque citoyen, des gens de mon village, de mon quartier, de ma ville? Qu'est-ce que je peux faire? C'est en fait ça l'objectif. C'est ça. Mais c'est pour ça que justement, souvent, ces gens-là, quand ces gens-là perdent tout privilège, ils sont réduits à néant, ils sont rien. Justement. Mais c'est une aberration, c'est vraiment une aberration. Et ça, il faut avouer aussi que, en fait, nous avons un problème de justice. Et là, on revient. C'est pour ça que les institutions sont très importantes, comme je disais au début, là. Justement, nous avons une crise de justice dans la plupart de nos pays africains. Il y a des crimes qui sont commis, que ce soit des crimes financiers ou autres, qui sont commis au sud de tout le monde, mais qui ne reçoivent en contrepartie aucune réprimande. Donc, on a l'impression que plus on en prend, ben, mieux on est récompensé. Exactement. C'est pas peu dire. Les exemples, il y en a plein. Il y en a plein d'exemples. C'est un de nos grands problèmes, justement, parce que dans un environnement comme ça, là, si, disons, on met la politique de côté, mais comment penses-tu que quelqu'un puisse décider d'aller investir dans un environnement comme ça, là? Parce que moi, si j'ai investi mon argent, là, et c'est ça, si moi j'investis mon argent, je m'attends en retour à avoir des bénéfices. Là, on investit pour avoir plus. Bien sûr, ça c'est le principe même du business. Exactement, c'est ça. Il n'y a personne qui va investir son argent quelque part pour demain, après-demain, tout perdre. Ça n'existe pas. Donc, s'il n'y a pas un environnement qui me permet de mettre mon argent dans un endroit sécuritaire, mais il est évident qu'il n'y a aucun investisseur il n'y a personne qui le ferait là. À moins que, et souvent ça, c'est ce qui se passe chez nous en Afrique, à moins que l'argent que moi j'ai me vient justement d'une source X ou Y. C'est-à-dire que si je suis assis à côté d'une caisse, là évidemment, je peux décider d'investir n'importe où, n'importe comment, sans nécessairement m'attendre au retour à avoir des bénéfices. Et c'est souvent ce qui est le cas dans la majorité de nos pays africains. Tu as justement ces gens qui sont tributaires de détournements massifs et tout, là, qui vont aller se construire des châteaux, qui vont aller faire des investissements ou dans des domaines où on sait que c'est voué d'emblée à l'échec. Il n'y a aucune étude de faisabilité, il n'y a rien. Et puis on met de l'argent comme ça, 2 ou 3 mois ou une année plus tard, ça n'existe plus là. Donc moi je pense que il faut répartir à la base, il faut restructurer nos pays, il faut redonner la confiance aux institutions autant pour moi. Et la justice en est une qui a maille à partir avec les gouvernants de certains pays africains en tout cas. Donc, mais je dis, il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu. Il faut juste qu'on arrive à prendre conscience. On arrive à prendre conscience et puis je pense qu'avec la nouvelle génération, avec les jeunes, le dynamisme des jeunes, on le voit, il y a des décisions dans certains gouvernements qui sont renversées par je dis par des manifestations, par le peuple en fait. Là. Donc il faut juste qu'on continue de prendre conscience que nous pouvons changer les choses en fait. Nous pouvons changer les choses et réellement le peuple a le pouvoir de changer les choses. C'est cet aspect-là, je pense qu'on a beaucoup perdu. Hein, et comme on dit par chez nous, on va encore faire comment? C'est un mot classique. Hein, les gens ont perdu tout espoir. Exactement. Pour moi, cette expression, on va faire encore comment? C'est comme de la résignation. On se dit, écoute, on a tellement essayé. Je me souviens, je suivais sur Gabon Télévision avec une activiste gabonaise là, qui disait qu'on empêche aux jeunes de rêver.
lorsqu'un peuple ne rêve plus, il n'y a rien de tel. Non. Quand on n'a plus de rêve, quand on ne peut pas se dire, je me lève le matin parce qu'avec anticipation, je dis, je vais faire ci et puis je vais voir avancer le projet. Je vais, par exemple, déposer un dossier pour créer mon entreprise et je sais qu'au bout de 2-3 jours, mon dossier sera donc approuvé. Je n'aurai pas besoin de demander, je n'aurai pas besoin de payer quelque chose à quelqu'un, passer un oncle qui connaît un tel qui va parler pour moi. C'est justement ça la tare de l'Afrique. On doit trouver le moyen justement de casser cela. Un exemple tout simple, moi je suis retraité d'une compagnie, de la compagnie Shell, je travaille à Shell pendant de nombreuses années, je suis allé au Canada, et je veux renouveler donc le paiement de ma pension parce qu'il y a eu donc un enrôlement qui a été fait, donc je ne peux pas le faire en ce moment parce que mes fonds ont été coupés, donc mon paiement a été arrêté. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour justement y arriver? Ah, vous devez venir à Libreville. Ah, c'est justement ce que tu disais parce que quand je suis au Canada, lorsque j'ai un problème particulier administratif, je prends mon téléphone, j'appelle, la personne qui me répondra va me dire, écoutez, bon, dans 2 jours, vous aurez ça, ça va être fait, et dans 2 jours, ça va être fait. On me dira pas, parce que, ah, mais vous savez, le directeur n'est pas là, il a un retrait de deuil, il est parti au village, il est parti faire ci. Ce sont ces difficultés que l'on rencontre en Afrique qui font qu'on est coincé quelque part et l'étranger qui vient, l'occidental qui vient se dit, mais ces gens-là, autant les garder dans cette position parce que de cette façon, ils sont embrouillés, ils savent pas ce qu'ils font. Maintenant, là, et puis ils auront toujours besoin de nous pour qu'on leur apporte le savoir-faire. Oui. C'est ça qu'on doit faire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Comme je dis, le crime profite forcément à quelqu'un. Et on ne peut pas les en vouloir. C'est à nous de prendre, justement, c'est à nous de prendre conscience. Ouais. C'est à nous de véritablement créer des environnements où justement on peut avoir des discussions. Ça, moi, je trouve que l'idée que tu as eue justement de créer un tel forum est une idée très appréciable. Ça fait un peu changement des forums de discussion où on passe notre temps justement à discuter juste des faits ou des choses des faits dont tout le monde est au courant en fait, mais sans pourtant essayer de proposer des façons d'améliorer les choses. Et moi, je pense que ton show va dans ce sens-là, dans le sens de proposer justement des façons d'améliorer les choses. Exactement, exactement. Et moi, je me dis une chose, c'est quoi, Guy Marcel, je me dis, quand je vois un pays comme le Rwanda qui est pris en exemple aujourd'hui, et je me dis, c'est un pays qui est passé par un génocide. C'est-à-dire que les 2 tribus principales du pays se sont entretuées. Mais qui aurait cru que ce pays allait un jour arriver là où il est? Ça a pris une personne qui s'est dit, écoutez, la récréation est terminée. Maintenant, on va penser à notre pays. C'est un peu, le président Kagame a emmené son peuple à commencer à avoir un cœur de service. Un cœur, on ne regarde pas à ses propres intérêts, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Une fois justement qu'on arrive à ce point, on commence à voir l'intérêt général avant son intérêt personnel, on commence à avoir une autre attitude. C'est pour ça que je crois personnellement que les notions de civisme doivent être apprises dans les écoles. Il est important que dès le plus jeune âge, les enfants commencent à comprendre que la patrie, c'est important. Je me rappelle, nous, quand nous étions à l'école, il y avait le civisme était enseigné à l'école. Il y avait la pensée du jour qui vous permettait de penser toujours en termes de « je suis gabonais, le Gabon vient avant tout, le vert, jaune, bleu, c'est important ». C'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui dans les écoles. C'est ça qu'on doit amener pour que nos jeunes, justement, comprennent que la patrie, c'est important. C'est pour ça, quand on a cette notion de civisme, on est prêt à mourir pour son pays. On est prêt à se battre pour son pays. On peut pas dire, mais écoutez, pourquoi moi je vais le faire? Alors qu'il y en a qui en profitent, moi je n'en profite pas. C'est la nature humaine. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc, il faut arriver à un point où on arrive justement à passer à notre niveau. C'est pour ça que moi j'ai créé donc cette plateforme qui, en fait, en français, ça va être le nouveau débat africain. C'est vrai que, comme tu as dit, il y a beaucoup de forums où on parle de on attaque. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il faut en parler, mais derrière ça, se dire mais quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour permettre justement une prise de conscience générale des populations, une prise de conscience générale des dirigeants du pays pour comprendre qu'écoutez, vous ne pouvez pas continuer dans cette lancée-là parce que vous allez à vos propres pertes, parce que ça ne sert à rien d'avoir des milliards dans son compte en banque et à côté, on a son parent qui est dans la misère, ou bien
placer cet argent dans des paradis fiscaux. Et quand on quitte ce monde, ben cet argent profite aux puissances internationales qui en profitent et qui ne vont jamais nous rendre ces fonds-là. Jamais. Voilà, c'est ça. Jamais, et puis je dois ajouter aussi que, parce qu'en fait, il n'y a aucune force qui est plus forte que celle d'un peuple qui est décidé à un changement, ça c'est clair. Là. Donc évidemment, quand tu parlais de civisme et tout dans les écoles, oui, je pense que ça devait revenir. Ça devait revenir. On devait apprendre à nos enfants justement les valeurs de l'État, les valeurs d'une nation. Moi, je pense que c'est très, 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 très important. Et, mais d'ailleurs, oui, tu l'as dit, tu l'as aussi bien dit, on l'a déjà fait dans le temps. Je me rappelle quand on avait des cours d'instruction civique, je pense que c'est comme ça qu'on appelait les cours d'instruction civique et tout, on les avait. Mais malheureusement, tout ça a été... parce qu'il y a des doubles discours. Les gens sont en fait confrontés à deux réalités qui sont différentes à mettre bout à bout. C'est-à-dire que tu as justement de l'autre côté où on peut mettre en place justement des cours d'instruction civique, remettre en place les cours d'instruction civique. Et tu as de l'autre côté des gens qui incarnent justement, qui incarnent une certaine autorité, qui prêchent par l'exemple contraire. L'anticivisme ou pas? Voilà, l'anticivisme, exactement. En fait, les gens sont pris un peu entre deux réalités qui ne semblent pas aller ensemble. Mais au-delà de ça, je pense que c'est véritablement important que le peuple comprenne qu'il a le pouvoir suprême. Il a le pouvoir de faire plier n'importe quelle dictature, si on peut appeler ça comme ça, ou de plier n'importe quel gouvernement. Et ça, on a des exemples ici. Hein. On a des exemples ici où il y a des décisions qui sont prises sous le coup d'une pression populaire et tout, où des gens reviennent sur des décisions, des gens reviennent sur des décisions. Pourquoi? Parce que l'opinion publique, justement, a demandé à ce que ça soit ainsi. Donc, il faut véritablement qu'on prenne, qu'on reprenne conscience du pouvoir qu'on a. Mais comment est-ce qu'on va faire ça, justement? Mais c'est pas des forums de discussion, certainement. C'est probablement par certains types de médias qui sont là justement pour véhiculer certaines bonnes valeurs, véhiculer des exemples de réussites. D'ailleurs, en Afrique, parce que souvent on est là en Afrique, je suis au Gabon, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe juste au Cameroun à côté. Là. Je ne connais pas les banques au Cameroun, je ne sais pas ce qui se passe au Congo. Nous sommes dans un même continent, mais assez séparés. On est très rarement au courant de ce qui se fait dans les autres pays. Exactement. Et justement, pour justement créer quelque chose de commun, il est important de savoir qu'est-ce qui se passe chez le voisin, comment ça se passe et tout. Exactement. Moi, je pense que l'unité africaine passe par ça. Hein. Commencer à communiquer, à échanger. Et quand on regarde bien la puissance de l'Afrique, parce que le problème que nous avons en Afrique en ce moment, c'est qu'on a l'impression que notre histoire a commencé avec la colonisation et l'esclavage. Or, l'histoire de l'Afrique a commencé bien avant ça. Nous avions nos royaumes, nous avons nos rois, nous avions nos reines. L'Afrique a un continent qui a été puissant. Maintenant, moi, ce que je préconise, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas repartir dans cette réalité que nous avons connue il y a plusieurs siècles, l'époque où l'Afrique était puissante, et ramener ce savoir à travers des personnes qui ont la connaissance dans ce domaine, qui vont expliquer aux jeunes générations ce qu'était l'Afrique, parce qu'il y en a qui ne voient l'Afrique en termes de colonisation et d'esclavage. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait puiser dans ce réservoir de savoir et emmener ça aujourd'hui pour que les gens se disent, écoute, je peux marcher la tête haute parce que je suis africain et je crois en moi, je sais que je suis fier. Et il y a dans une image que moi, j'aimerais que nombreuses personnes regardent, c'est cette image-là de cette jeune fille-là qui dit fière et forte. C'est-à-dire la jeune Kémite, la jeune africaine qui se dit, je peux me lever parce que mes parents m'ont inculqué des valeurs importantes qui font qu'aujourd'hui, je peux me lever et dire, je suis fier d'être africaine. C'est cela que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Et c'est pour ça que moi, on va revenir, tu vois, dans ton point de vue, tu es père de famille, tu es marié. C'est quoi le rôle de la famille dans ce processus dont on parle en ce moment? Quel est le rôle de la famille à ton avis?
Mais le rôle de la famille, justement, c'est de pouvoir, justement, de ramener cette histoire de l'Afrique en avant. C'est-à-dire d'en parler en parler à nos enfants. Parce que c'est clair que, comme tu l'as dit, hein, depuis longtemps, on nous a fait croire que nous n'étions rien. C'est-à-dire, on n'a eu aucune importance, on n'a rien apporté à l'humanité quasiment. Ouais. Donc là, donc le rôle de la famille, justement, c'est pouvoir redonner cette histoire, restituer cette histoire de l'Afrique. Comme tu dis, parler de nos royaumes, parce que nous, on a eu plusieurs héros. Il y a des gens qui se sont battus pour l'Afrique. Il y a des gens. Écoute, on a eu notre réalité qui a été effacée, certes, au fil des années. Mais donc, le rôle de la famille, c'est pouvoir redonner ces valeurs-là. Ça peut être à travers la lecture des histoires. Ouais. La lecture à travers la lecture, ça peut être à travers. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement, sur Facebook, là, des dessins animés africains. Ouais. Donc, qui relatent un peu les réalités de l'Afrique. Là, je m'arrange à ce que mes enfants, justement, soient exposés à ça. C'est de les amener comme il y a quelques semaines et tout, c'est de les amener dans des manifestations comme il y a quelques semaines à Ottawa, on a manifesté pour la lutte contre le racisme. Mais je suis allé avec ma fille, c'est d'avoir des discussions avec elle, c'est de pouvoir, en fait, de leur faire comprendre que on a contribué. Que ce soit quand on parle des États-Unis, si on parle du cas qui s'est passé aux États-Unis, si on parle des États-Unis, mais les États-Unis ont été un pays qui a été bâti par la sueur ou le sang des Noirs. Exactement. Nous avons une histoire avec ce pays-là. Ouais. Nos ancêtres, il y a des gens qui sont allés mourir là, notre force ouvrière est allée mourir là pour construire ce pays-là. Ouais. Mais il y a des choses, donc, par rapport à ça, il y a des choses qui devaient nous revenir de droit. Donc, c'est faire prendre conscience de ça à nos enfants, de pouvoir justement, eux qui ont la chance justement de vivre dans ces pays occidentaux-là, c'est de toujours pouvoir leur faire comprendre qu'à un moment donné, il faut prendre cette expertise-là, il faut prendre ce savoir-là, et il va falloir retourner en Afrique pour en faire quelque chose. Exactement. Donc, c'est garder ce lien-là, avec l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un processus, en fait, qui se fera en amont comme en aval. C'est-à-dire que pour nous, ici, pour nos enfants, leur rappeler que l'Afrique, c'est notre continent, parce qu'on ne peut pas vouloir avancer si on ne sait pas d'où on vient. C'est ça. Tu vois? Et puis, nos enfants doivent comprendre également qu'ils peuvent être au Canada ou en France ou partout ailleurs, ou en Australie, ils ne seront jamais de ce pays-là. L'Afrique est leur continent. L'Afrique, c'est là où se trouvent leurs racines. Mais il est important également que quelque part dans nos pays, que les conditions soient mises en place pour que ce retour soit encouragé. C'est certain que nombreux sont les membres de la diaspora qui voudraient que le pays avance, bien que tout est organisé, qui vont se dire, mais écoute, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que l'Afrique, quoi qu'on dise, les opportunités sont beaucoup plus importantes en Afrique, mais ce qui nous manque, c'est l'organisation. Ouais. Pas l'organisation. On estime que parce qu'on occupe un poste, on est privilégié, on doit te faire des salam alaikum pour pouvoir justement servir la personne qui vient dans votre bureau. Non, vous êtes là parce que vous êtes fonctionnaire, parce que vous travaillez dans une administration, vous avez un rôle à jouer, vous êtes payé pour ça. C'est pas moi une punition ou un sacerdoce. Vous le faites parce que vous avez un salaire et puis vous êtes rémunéré pour ça. Donc vous devez être au service de ceux qui viennent. Et c'est ce côté que nous devons encore améliorer ça. Cette espèce, moi je qualifie ça un tout petit peu de comportement comme au village, tu vois. On a un village, on a le chef de famille, le chef du village, et tout passe par lui, c'est lui qui contrôle tout. Non, on n'est plus à cette époque-là. C'est bien la mentalité du village, mais en même temps se dire, on vit dans un monde moderne, comment on fait pour s'adapter justement à cette nouvelle réalité-là? C'est pour ça que moi, le nouveau débat africain veut emmener justement le débat à un autre niveau, emmener les gens à comprendre le rôle qu'ils doivent jouer, avoir ce sens du civisme, se dire, mon pays vient avant tout. Quand je vois le vert, jaune, bleu pour le cas du Gabon ou que ce soit un autre drapeau dans notre pays africain, c'est-à-dire je suis prêt à me battre pour ce pays-là. Donc, comme on a dit tantôt, le rôle de la famille est essentiel. Le père, la mère, ils ont chacun un rôle à jouer. Il est important que s'il y a un qui n'est pas là, que les enfants soient levés uniquement par leur maman,
il y a comme quelque chose qui manque. Donc, il est important de ramener cette cohésion dans la famille, faire en sorte que chacun joue pleinement son rôle pour permettre à nos enfants de s'épanouir. Oui, mais il y a une réalité, c'est-à-dire, il y a une réalité en Afrique qui fait en sorte justement que beaucoup de parents ont démissionné. Hein. Il y a beaucoup de parents qui ont perdu toute autorité auprès de leurs enfants en Afrique, ou du moins si je regarde le pays là. Mais ça, c'est quoi? Parce que les gens, en fait, sont tellement pris par les réalités quotidiennes. Je dis, il y a des gens qui se lèvent le matin en Afrique qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Fait que ils sont plus préoccupés justement par le fait d'aller chercher comment nourrir les enfants que l'éducation des enfants passe au second plan, Oui. complètement au second plan. Donc là, ça nous ramène encore justement à ce problème de structure là, mais des structures qui malheureusement sont aux mains des gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Ouais. C'est la grande difficulté en fait. Les structures ou les institutions sont dans les mains des gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Donc à la limite encore là, ça revient encore, c'est ça, ça revient encore à trouver des mécanismes de prise de conscience. Exactement. Donc, de toute façon, moi, c'est certain que donc, on ne peut pas se sentir bien dans sa peau lorsqu'on voit ce qu'on appelle mon frère ou ma sœur, que ce soit un frère de sang ou bien frère parce que nous appartenons au même pays, et se dire, moi, je suis bien là, parce que financièrement, je suis à l'aise, je fais tout ce que je veux, je peux amener mes enfants à les meilleures écoles, mais à côté de toi, tu as ton frère et ta sœur qui est en train de trimer, qui traverse le monde ici, qui ne mangent pas forcément tous les jours. Les enfants qui vont à l'école peuvent faire le ventre vide, se disent, comment est-ce que je me sens dans ma peau? Quand je regarde ces gens en face, est-ce que je suis arrivé à un point où je suis tellement immunisé devant justement la douleur de l'autre, je ne ressens plus rien, que pour moi, ça ne me dit plus rien. Non, tu touches un bon point. Et c'est malheureusement, c'est souvent moi ce qui me fait un peu mal. Parce que, et c'est là où je ne comprends pas l'incompréhension souvent dont nous sommes l'objet par nos frères qui sont restés en Afrique, justement. Là. Parce que souvent, on va se faire taxer de, je veux dire, tu assistes à une manifestation, par exemple, où tu dénonces certaines choses, certaines réalités qui se passent en Afrique. Mais souvent, tu es taxé de je ne sais pas, de bébés gâtés où on ne sait pas pourquoi ils parlent dans le fond. Là. Mais nous, justement, c'est ce que justement nos frères devaient comprendre, c'est que ça nous fait mal. D'autant plus qu'il y a des gens qui ont vécu justement ces situations-là. Il y a des gens qui ont vécu ces situations-là. Il y a des gens qui sont partis à l'école, qui sont partis à l'école le ventre vide. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je le dis ici. À des moments, je suis parti à l'école le ventre vide. Mais ce sont des réalités, c'est-à-dire que quand aujourd'hui je suis dans une position très confortable, je vais dire mes enfants vont à l'école, la première s'en va à l'université l'année prochaine et tout, les autres sont bien partis et tout, ils vivent dans un cadre idéal, on le sait, là quasiment toutes les conditions sont réunies pour qu'ils réussissent. Donc dans le fond, la question se pose, c'est pourquoi est-ce que moi je me battrais pour justement les gens en Afrique? Et pourquoi? Parce que ce sont des réalités qui nous ont frappés, ce sont des réalités. On ne peut pas s'asseoir et puis ne rien faire, tu comprends? On ne peut pas s'asseoir et puis rien faire, mais il faut que nos frères comprennent, nous, on n'est pas contre eux, nous sommes avec eux. Peut-être que de temps en temps on s'exprime, il y a peut-être qu'on s'exprime un peu trop fort ou peut-être qu'on prend un peu trop de place, mais l'objectif au bout de la ligne, là, c'est que nous ici, nous voyons comment ça fonctionne et nous savons que nous pouvons reproduire la même chose chez nous en Afrique. On peut structurer le pays et on peut structurer nos pays comme c'est structuré ici. On peut mettre en place, regarde, quand tu parlais tout à l'heure de ta pension de retraite. Mais ta pension de retraite, elle t'est due. Tu as cotisé, tu as travaillé, tu as cotisé pour ça. Tu comprends? Ça devait pas. C'est ton droit de revendiquer ta pension. Ce qui est regrettable, tu vois, Guy Marcel, c'est que lorsque tu prends l'exemple de la pension de retraite, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il est important de faire donc un recensement parce qu'en même temps, les gens ne sont pas honnêtes pour se dire, écoute,
je suis retraité, maintenant, bon, par exemple, dans ma famille, il y avait un retraité, bon, qui n'est plus là. Maintenant, ça allait informer la CNSS, écoutez, donc maintenant, la personne est décédée, il faut arrêter le paiement. Non, mais les gens vont continuer à recevoir cet argent-là. C'est ça, je comprends l'enrôlement, c'est très important, mais en même temps, de faciliter justement cet enrôlement, de permettre à ceux qui décident de s'installer ailleurs, de pouvoir justement le faire à distance. Parce qu'aujourd'hui, tout se fait électroniquement, là. Tout se fait électroniquement. On a de venir sur place. Quand on me dit au départ, il faut venir au Gabon, c'est que je prends un billet, voilà, les voyages que je paye. En plus, les aéroports sont fermés avec le confinement. Et comment je fais? Donc, ce sont ces petits détails-là qui font que nous sommes encore à un point où il y a encore beaucoup à faire. Mais avant de poursuivre, j'aimerais quand même qu'on passe en revue certains commentaires très intéressants que nous avons reçus jusqu'à présent, où il y a, par exemple, Mireille qui parle justement de l'importance du civisme, c'est très important. Et puis, il y a Minerid qui est Simba, qui est à Toronto, qui dit justement le problème du Gabon, c'est qu'il y a trop de paresseux qui sont habitués à la facilité et maintiennent leurs privilèges sans effort. C'est ce qu'on disait. Et ça, c'est pas seulement propre au Gabon, c'est partout en Afrique. Partout en Afrique. Parce que justement, c'est se dire, il faut qu'il y ait un renouvellement, justement. C'est logique qu'il y ait dans tous les pays. Aux États-Unis, on aurait pu dire, écoute, Barack Obama, c'était un bon président, mais écoute, on veut qu'il soit là pendant 25 ans, pendant 40 ans. Parce que, bon, non, il faut se dire, il faut un renouvellement des intelligences. C'est ça qui permet que quelqu'un d'autre, parce que la connaissance, elle est multiple, elle est diverse. C'est que quelqu'un apporte son savoir-faire et puis ça permet au pays d'avancer. C'est pour ça que lorsqu'on a ce renouvellement dans ces pays comme les États-Unis ou bien en Europe, il y a la continuité dans l'administration parce qu'on sait que lorsque le président s'en va, l'équipe qui était là, l'équipe qui est en fait l'équipe administrative qui est là, soit la présidence de la République ou bien par exemple, c'est pour moi, dans un ministère, cette équipe reste. Mais chez nous, cette année, on recommence. Tout ce qui était là avec que je ne connais pas, je prends tout ce qui est des gens de mon équipe. Et quand il s'en va, on recommence encore. Oui, exactement. Nous, on a été avec un ami, justement, on a été face à cette situation-là dans notre projet de pouvoir investir dans un pays d'Afrique. Justement, on a eu ce problème là où on était proche de signer certains contrats. Sauf qu'à la dernière minute, il y a eu changement de ministre. Et on a dû recommencer. Aujourd'hui, on a recommencé le processus à zéro. Ben voilà. Si tu es reparti à zéro, là, c'est comme s'il n'y avait jamais rien qui s'était fait. Ouais. Ça, donc, on a ici François Marcel Akokar qui dit le concept de gouvernance doit apparaître comme un standard de comportement des dirigeants leur permettant de se prémunir contre une mise en cause judiciaire de leurs responsabilités. Voilà. Et puis on a ici on a Meva, donc Aminata qui dit bon, donc c'est un conjum, bon, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là, mais enfin bref. Et donc les commentaires sont vraiment intéressants. Les gens donc nous apportent donc de la substance. Corinne Robotique qui dit nous devons amener les gens aussi à être des personnes dignes. Trop de parents et d'Africains ont ce sentiment de redevabilité, d'approbation extérieure afin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont plus importants. L'exemple scandaleux des sociétés occidentales qui s'implantent dans nos pays, les Africains qui travaillent en tant que responsables, directeurs, chefs de service et j'en passe, ceux-là sont prêts à écraser leurs propres collègues, je précise africains, pour des promotions. Et ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Et c'est justement ça, tu vois, Guima, ça, c'est un peu le comportement du colon qui arrivait et qui ne donnait pas les coups de bâton à l'Africain, il prenait l'Africain pour bastonner l'Africain. Et ça a toujours été comme ça. Nous devons justement changer cela, dire je ne peux pas faire du mal à mon frère parce qu'un occidental ou quelqu'un vient me dire écoute, fais-le, bastonne-le, et puis il se régale, là, il se plaît à regarder ça, et moi je suis en train de faire mal à mon frère. C'est ce côté qui est un peu difficile à comprendre. Oui, oui, il prend du plaisir à faire mal à son frère justement pour satisfaire les caprices du colon. Mais justement, c'est très astucieux de la part du colon, justement. Parce que comment veux-tu te rebeller contre le colon? Donc, pour toi, ton problème, c'est ton frère. Exactement. C'est le colon, alors que le véritable problème, justement, c'est le colon. Ouais. Mais ça, c'est... Il va falloir qu'on se réveille, il va falloir qu'on prenne conscience. C'est vrai que donc, il y a comment ça, il y a Minerid qui dit ceci, donc observons et inspirons-nous des pays anglophones comme le Ghana, mon pays, qui est son pays de cœur. C'est super. Pourquoi? Parce que moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on voit la situation du Ghana, c'est un pays qui a connu des moments, des temps difficiles.
il a fallu qu'il y ait une personne. Donc, c'était Jerry Rawlings qui est arrivé et qui a remis les choses en ordre. Et moi, j'étais surpris de voir quand j'étais à Ghana, je suis parti à Accra, c'était en 2006. Et je suis parti voir la demeure de Jerry Rawlings. Une maison ordinaire à Accra, toute simple, et il vit dans son pays, il va et il vient, il n'a peur de rien. Alors que nous, nos chefs d'État, une fois qu'ils quittent le pouvoir, ils sont obligés de partir du pays. Ils peuvent partir parce que quoi? Parce qu'ils traînent trop de casseroles. Et quand on traîne des casseroles, mais quand on va se réfugier ailleurs, et puis on meurt malheureux, je ne m'appelle pas l'exemple triste de Mobutu, super puissant, et qui termine sa vie comme une vulgaire personne. C'est dommage de voir ça. Et là encore, c'est si on se fait chasser, sinon on choisit de tout faire pour mourir au pouvoir. Ouais. C'est ça. Là. Mais c'est ça, l'exemple du Ghana, oui, le Ghana est un exemple patent, mais tu vois, justement, c'est pour ça que je disais c'est très important aussi que nous sachions ce qui se passe ailleurs. C'est très important, justement. Là. Ça, c'est des exemples, justement, que certains médias devraient mettre de l'avant, justement, médias africains du moins, devraient mettre de l'avant, justement, des exemples comme ça, là, des réussites. Mais on peut parler tu as parlé du Rwanda tout à l'heure, on peut parler de l'Éthiopie. L'Éthiopie, tu te rappelles, quand on parlait de l'Éthiopie, il y a plusieurs années, là, c'était... La famine. La famine, exactement, c'est ça. Les petits Éthiopiens, c'était des gens affamés, c'était ça l'image d'Éthiopie. Mais regardons qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Comme tu dis, comme on dit, ça prend un éclairé à la tête de nos gouvernements et puis tout peut changer. D'autant plus qu'on dirait notre culture est faite de telle sorte que on dirait les changements n'ont d'importance ou ne peuvent être insufflés que du haut. On a tellement une grande, comment je dis ça, une réceptivité face aux ordres qui viennent du haut que ça nous en prend un éclairé et puis tout peut changer. Ouais. Et nous avons des exemples de ça. Ouais, c'est clair. Et moi, je prends un exemple tout simple. On prend l'exemple de Singapour. Singapour est ce que Singapour est aujourd'hui parce qu'il y a eu un individu qui a décidé, qui a eu de leadership, qui s'est dit je veux quelque chose de différent pour Singapour. J'ai eu le privilège de travailler quand j'étais à Shell au Sultanat d'Oman. Et j'étais à Muscat. J'étais fasciné de voir que ce pays qui n'a pas d'eau, un pays désertique, mais dans la ville à Muscat, tout est vert. Parce qu'on trouvait le moyen de traiter l'eau de mer, d'arroser tous les jardins et Muscat, c'est vert. Et donc, ils ont mis en place un système qui est c'est qu'au niveau des ministères, il y a comme une compétition entre les ministères pour savoir qui va avoir le plus beau ministère. Mais ces ministères, ce sont des objets d'art, ça. C'est formidable. Et le sultan d'Oman, ce qu'il a fait, parce qu'il a beaucoup voyagé, s'est dit, quand il voyait quelque chose de bien dans un pays, il venait le répliquer chez lui. Les carrefours, les ronds-points à Muscat, mais c'est des œuvres d'art. C'est quand on a l'amour de son pays. La question qu'on doit apprendre à se poser en Afrique, c'est de dire, quel sera mon héritage? Quand je partirai de cet espace qu'on appelle la Terre, comment est-ce qu'on va se souvenir de moi? C'est ça qui doit animer les gens. Commencer à avoir un cœur de service. C'est pour ça que moi, j'ai créé un concept qui est simple, qui s'appelle, qui est de Greatness Trilogy, qui permet aux gens d'exprimer la meilleure version d'elles-mêmes à travers le leadership, le fitness et la spiritualité. Pourquoi je parle de leadership, je l'ai dit tantôt, c'est qu'on pense en Afrique que tous les changements ne peuvent être initiés que d'en haut. Alors que chaque citoyen est un leader. Dans sa sphère d'influence, il est leader. Il a la capacité, quand il se lève le matin, de se dire « je vais faire mon travail et je vais le faire avec amour ». Parce que ce que je fais, quand je balaie même la rue, ce sera donc plaisant pour ceux qui passeront cette rue-là. Donc, il met du leadership. Et le fitness, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en tant que leader, il faut se sentir bien dans sa peau, faire du sport, encourager, comme le fait le président rwandais, encourager le peuple à faire du sport, à rester actif. On ne verrait pas tous les problèmes d'AVC que l'on rencontre chez nous en Afrique, parce que les gens sont sous pression. Le fitness, c'est important, mais également un fitness mental. Qu'est-ce que vous consommez comme information tous les jours pour rester toujours au fait de l'actualité? Savoir ce que vous pouvez faire pour faire la différence dans la vie des autres. C'est ça qui est important. Mais aussi un élément qui est très important, c'est la spiritualité. Tant qu'il n'y a pas de spiritualité dans ce que nous faisons dans nos pays, tant qu'il n'y a pas cet élément divin qui va un peu être comme l'élément qui nous permet de garder les pieds sur terre et commencer à avoir un cœur de service et se mettre au service des autres, nous sommes voués à l'échec.
Donc, ces trois éléments que moi, je veux apporter justement dans des formes, sous forme de programmes de formation qui sont disponibles, c'est amener les gens à changer et à exprimer la meilleure version d'elles-mêmes dans tout ce qu'elles font. Voilà. Ouais, c'est tout à ton honneur. Je pense que ce sont des valeurs qu'on ne peut que prôner. Ce sont des valeurs dont on aura besoin justement pour pouvoir reconstruire de pouvoir mettre notre continent sur les rails du développement. Là. Exactement. Et une chose qui est assez frappante, c'est par exemple, je vois par la situation des retraités dans nos pays. Les retraités, ce sont des personnes qui ont travaillé pendant 15, 20, 30, certains 40 ans pour une entreprise. Là, quand ils viennent demander leur dû, ils font la queue sous le soleil. On voit des personnes d'un certain âge fatiguées qui sont là. On les fait attendre. Aucun respect, justement. L'Afrique est un continent où on respecte les aînés. On les traite comme moins que rien, soit des retards de paiement, soit des... C'est-à-dire que prendre sa retraite, ça devient compliqué. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis en place un programme, j'ai fait circuler sur Internet donc une vidéo qui montre le programme que je vais mettre en place qui va permettre aux retraités de comprendre que la retraite, ce n'est pas un mouroir. La retraite te permet, avec l'expérience que tu as accumulée pendant les années que tu as passées dans le monde corporatif, c'est dire qu'est-ce que je peux faire moi pour capitaliser sur ces connaissances-là et apporter ces informations à la nouvelle génération. Qu'est-ce que je peux faire pour me reconstruire? Parce qu'on peut être retraité. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé à Shell dans le pétrole pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, je ne travaille pas dans le pétrole. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'écrire des livres, de mettre en place des programmes de formation. On peut se reconstruire, on peut se créer une nouvelle carrière quand on est à la retraite. Et c'est ça que les gens, les Gabonais, les Africains doivent comprendre. Pas se dire, comme vous dites, par exemple, à un retraité en Afrique, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse telle initiative? Oh, tu sais, je suis retraité. C'est comme si c'est la fin du monde. On n'attend plus que le dernier jour. Non. Non. Il faut changer cette mentalité. Donc, tout se passe au niveau de la tête. Il faut changer les mentalités. Il faut redonner aux gens l'envie de vivre. Permettre aux gens de rêver. Mais surtout qu'avant, à la limite, il y a très longtemps, c'était quasiment perçu. En fait, arriver à la retraite, ça correspondait quasiment à la fin de ta vie, ce qui n'est plus le cas en ce moment-là. Présentement, là, tu arrives à la retraite, il te reste encore probablement une vingtaine, sinon un peu plus d'années à vivre. Mais justement, tu as entièrement raison, Guy Marcel, parce que justement, il est prouvé qu'à partir de l'âge de 65 ans, à cause des progrès de la médecine, les gens peuvent vivre encore de 20 à 30 ans. Donc, ça veut dire que c'est de longues années. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Parce que moi, l'image du retraité, tu vois, c'est la personne qui devient oisive, qui s'assoit sur sa véranda ou devant sa maison et qui devient comme qui se parle à lui-même. C'est-à-dire qu'il est là, il se remémore ses beaux souvenirs quand il travaillait, mais il ne fait plus rien. Il lit son journal, il est sur sa rocking chair là, et puis c'est tout ça. Non. Il faut changer, il faut casser cela, dire aux gens, croyez en vous. Vous devez croire en vous. Et moi, je voudrais qu'on arrive à un point où la pension retraite devient comme un bonus que l'on attend. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une première source de revenus, c'est-à-dire que j'ai une activité et maintenant, ma pension, c'est comme un bonus que je reçois. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais tu vois, là, on parlait de mindset, tout ça, là, ça fait partie de ça. C'est justement des mouvements qu'il faut mettre en place, c'est des choses qu'il faut... C'est des choses qu'il faut mettre en place en Afrique, c'est justement des forums de discussion qu'il faut avoir, c'est de l'information qu'il faut passer d'une façon ou d'une autre. Je te fais comprendre, si on parle du cas de retraité, là, justement, la retraite, ce n'est pas la fin d'une vie. Exactement. Dans bien des cas, c'est souvent le début d'une seconde vie. Fait que c'est très important d'avoir des projets pour sa retraite. Ici, on parle de projets pour sa retraite, ce qui n'est pas le cas chez nous en Afrique. La retraite, c'est fini. Et puis, bon, je vais m'asseoir au village et puis c'est fini. Justement, j'attends après ma pension qui, des fois, arrive, qui, des fois, n'arrive pas. Et puis, souvent, c'est ça même encore, même ce genre d'attitude-là, beaucoup d'influence même sur sa santé personnelle. Hein. On voit qui, quelques années après la retraite, peut-être même, voilà, qui finalement dépérissent et puis finir même par en mourir, par manque d'activité. Je pense que c'est des choses qu'il faut, je ne sais pas sous quelle forme, là, mais c'est des choses, justement, c'est de l'information qu'il faut apporter à ces gens-là. Très important, très important. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pas du tout, c'est une question de volonté.
C'est une volonté qui est là derrière, que chaque Gabonais arrive à prendre conscience. C'est vrai qu'on parle du Gabon, je vais à l'adresse de ceux qui nous suivent, on parle beaucoup du Gabon parce qu'on est du Gabon, évidemment on en parle, mais c'est une réalité pour tous les pays africains. Je l'ai vu avec le programme quand j'ai lancé les gens de la République démocratique du Congo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, qui me disent, écoutez, c'est un programme qui est intéressant parce que dans tous les pays africains, c'est le même problème. Les retraités ne sont pas heureux. Nous devons, nous, en tant que citoyens, d'emmener ces informations, cette nouvelle perception justement aux retraités, parce qu'on leur a toujours dit que la retraite, c'est comme la fin. Il y en a qui sont même angoissés à l'idée de partir à la retraite. Il y en a qui refusent même d'aller en retraite. Mais là, c'est ça, parce qu'ici, par contre, on se dit, écoute, moi, je suis à la retraite et puis ils attendent ça. Mais chez nous, c'est le contraire, parce qu'ils ne sont pas pareils. Donc, dans le programme, je propose donc aux gens de se préparer au moins 5 ans avant le départ à la retraite, si ce n'est plus. Se dire, écoute, quels sont mes projets? Donc, en apportant l'information aux futurs retraités, on les prépare en conséquence par rapport à cette date qui va arriver, plutôt que d'être surpris et de traverser des problèmes, d'avoir des problèmes de santé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider justement à faire cette transition de façon adéquate vers la retraite. Et surtout, si tu regardes ici, là, il y a toute une économie qui est bâtie justement autour de ça. Hein. Bien sûr. La retraite. Ouais. Donc ça, c'est des choses justement qu'on pourrait, c'est des choses qu'on pourrait justement mettre en place dans nos pays africains. Je veux dire, tu as des endroits pour des retraités, tu as toute une économie qui est faite autour de la retraite. Donc ouais. Même en tant qu'investisseur et tout, ce sont des projets qui peuvent être très intéressants. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vraiment fascinant. Mais moi, ce que je vois maintenant, c'est que je voudrais qu'on aborde un peu un aspect qui est intéressant parce que quand on parle de l'unité de l'Afrique, tout le monde en parle, mais les mécanismes qui vont mener à cette unité de l'Afrique ne sont pas clairs. Or, quand on parle de l'unité de l'Afrique, on parle également de la race noire en général. On voit ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas terminer cette conversation sans aborder le problème du racisme. Ce qui nous amène qui nous conforte à l'idée que les Noirs, les Africains également inclus, doivent prendre conscience qu'ils sont responsables de leur avenir. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre ces pays n'ont pas intérêt que l'on s'émancipe. Ils n'ont pas intérêt. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est créer des situations de tension, de crise qui vont faire qu'on aura toujours besoin d'eux. On doit prendre conscience. Il faut qu'on arrive à un niveau de maturité qui va faire en sorte que l'Occident commence à nous regarder différemment. Regarde l'exemple des Juifs. Ils ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été mis dans des chambres à gaz. Mais le Juif, aujourd'hui, est respecté. Pourquoi? Ils se sont dit, par rapport à ce qu'on a vécu, plus jamais cela. Ils se sont mis ensemble. Regarde à Montréal. Tu connais Montréal. Tu as un quartier réservé aux Juifs. Quand ils s'installent là, tous les Juifs viennent et ça devient leur quartier. Ils ont leur supermarché. Ils ont même les bus scolaires sont réservés pour les enfants juifs et conduits par des Juifs. Ils ont leur système bancaire. Ils se sont imposés. Nous, en Afrique, nous devons également arriver à un point où, lorsque un frère a un magasin, un petit business, se dire, je vais travailler avec mon frère parce que, justement, je veux qu'il grandisse. Et si mon frère grandit, je vais grandir moi aussi. C'est ça le mindset qu'on doit avoir. C'est cet état d'esprit qu'on doit avoir pour pouvoir passer à un autre niveau. Et quand on parle des Noirs américains, justement, on en a pas parlé des Noirs américains, ils peuvent nous apporter quelque chose parce qu'ils ont une certaine expérience. Mais en même temps, s'ils viennent en Afrique, c'est-à-dire, on vient pour apprendre. C'est comme un retour aux sources. Ce n'est pas pour dire nous sommes américains, donc on en sait plus que vous, qui viennent d'abord s'imprégner de la réalité africaine et maintenant apporter leur pierre à l'édifice. Et de cette façon, je suis sûr que le peuple noir pourrait justement s'en sortir et pourrait grandir et être une influence justement dans le reste du monde. Oui, définitivement. Définitivement, mais ça peut pas être autrement de toute façon. Comme on l'a dit, là, nous avons tout le potentiel pour être le meilleur au monde. L'Afrique a tout le potentiel. On a les richesses, on a la force démographique. Ouais. Ce qui nous reste, c'est la conscience. C'est la prise de conscience justement de ça. Ouais. C'est prendre conscience justement de ce pouvoir qu'on a entre nos mains. Donc là, c'est développer justement des mécanismes pour prendre conscience de ça. Parce que
Si on ne prend pas conscience de ça, là, ce qui va arriver, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Là. Si tu regardes en Occident, la population elle est vieillissante. Ils ont besoin de la main, ils ont besoin de la main d'œuvre pour pouvoir faire vivre leurs économies. Ouais. On le voit par les systèmes d'immigration, on le voit avec le Canada qui reçoit Dieu seul sait combien de milliers de gens par année. Mais on va commencer à se vider de nos ressources en termes je veux dire, en termes d'individus, de notre force de travail, et qui vont aller chercher les meilleurs et puis les ramener ici pour pouvoir alimenter ou maintenir leurs économies. Exactement. Donc là, on risque d'assister encore, peut-être toute ressemblance gardée, là, toute proportion gardée, je voulais dire, là, mais on risque de se retrouver encore comme à l'époque de l'esclavage où on vient chercher les meilleurs et puis il ne reste rien quasiment en Afrique. Donc là, il faut qu'on prenne conscience de ça et puis qu'on développe justement qu'on développe nos économies, qu'on développe nos façons de faire, parce que nous avons déjà, on ne part pas de zéro, nous avons déjà des exemples. Ouais. Au risque de se répéter, on a le Rwanda, on a l'Éthiopie, on a bien d'autres, on a le Kenya et bien d'autres pays où on peut s'en inspirer. Donc là, c'est mettre des mécanismes il faudrait qu'on bombarde nos populations, on bombarde nos concitoyens restés en Afrique de l'information selon laquelle nous pouvons réussir. On a tous les atouts pour réussir. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Exactement. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Donc, il faut trouver le moyen justement pour que ce message-là arrive à destination. Et c'est ça un des gros problèmes qu'on a avec la diaspora. C'est-à-dire qu'on est beaucoup incompris auprès de ceux qui sont restés au pays, dans nos pays. Mais c'est comment rendre ce message-là audible. Ouais. Ça fait pas des forums. On va passer un peu. Oui, vas-y, Martial. Non, je dis ça sera pas des forums comme le tien ou pas de certains types de médias où systématiquement les exemples de réussite en Afrique doivent être mis de l'avant. Tout à fait. On a un commentaire de Gilles Ruffin ici au Ron-Aubert qui dit: avez-vous pris en compte le fait qu'en Afrique, le retraité est déjà en fin de vie quand il atteint l'âge de la retraite, du fait de tout l'environnement qu'il avait autour de lui pendant sa période de travail? C'est vrai, c'est important de faire un commentaire dessus parce que c'est vrai que l'environnement ne s'y prête pas. Mais en même temps, il y a une responsabilité personnelle de se dire: qu'est-ce que je veux pour moi? Lorsque je sors de mon travail, quand j'ai fini de travailler à 17h ou à 18h, quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans un bar pour prendre un pot avec des amis, je me tourne vers l'alcool, ou bien est-ce que je rentre chez moi et je m'assois dans un sofa, je prends mon journal et j'attends qu'on me serve à manger, que je regarde la télé, ou bien est-ce que je me décide, écoute, je vais faire du sport? C'est un élément qui est très important pour se garder en vie. Le retraité a besoin de travailler son cardio, de rester en forme, en pleine forme physique. Mais si on ne le fait pas, c'est vrai qu'on va toujours pointer le doigt. Parce que quand on pointe le doigt, on en a 3 autres qui sont pointés vers nous-mêmes. C'est-à-dire, quelle est ma part de responsabilité dans la prise en charge de ce que je suis moi en tant qu'individu? C'est ça la question qu'on doit se poser. Oui. Ouais, mais on le disait tout à l'heure, moi je ne pense pas que ça soit vrai encore de nos jours de dire que la retraite, il est en fin de vie. La retraite n'est plus synonyme de la fin de vie. Ça, c'est quelque chose justement qu'il faudrait retirer de son esprit. Ouais. C'est le début d'une nouvelle vie. Bien sûr. Je dis, la retraite au Gabon, ou je ne sais pas, en Afrique en général, là je ne sais pas, peut-être qu'un de nos auditeurs là, pourraient nous le dire, là, mais je ne sais pas, autour de 55 ans, je pense, si je ne m'abuse. De 55 ans, au Gabon, c'est passé à 60 ans maintenant, au niveau du privé, ouais, 65, 60 ans. 60 ans. Ouais. Mais c'est quoi l'espérance de vie? L'espérance de vie, je pense, on doit être rendu à, je ne sais pas. Là. Mais quand tu finis, tu arrives à la retraite, tu as facilement une quinzaine d'années encore à vivre. Mais écoute, Guy Martial, moi, ce qui me frappe, c'est que j'étais à Toronto au cours d'une réunion où j'ai rencontré un jeune qui avait à l'époque 27 ans. Son objectif, c'est de prendre sa retraite à 35 ans. Tu vois ça? 35 ans, je dis, moi, à 35 ans, je ne travaillerai plus pour personne.
c'est cet état d'esprit que nos jeunes doivent avoir. Pas se dire, parce que surtout au Gabon, quand je vois un pays, la plupart des pays pétroliers, quand on sort de l'université, et c'est comme ça que nous, on avait été élevés, tu sors de l'université, tu as ton diplôme, tu rentres au Gabon, tu te dis, je vais travailler soit pour Shell, pour Sogara, soit pour Total, soit pour la Comilog. On cherche toujours à être des employés parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué. On n'a pas été éduqué à penser en termes d'entrepreneuriat, se dire qu'est-ce que je peux faire. En Afrique de l'Est, j'ai vu au Kenya des personnes qui sortent de grandes universités américaines qui rentrent pour reprendre l'affaire familiale. Il y a une continuité parce que la richesse, ça doit grandir. Ça ne sert à rien d'être de dire riche aujourd'hui et quand vous mourrez, vos enfants n'ont plus rien. Ce n'est pas logique. Il y a comme une aberration là. C'est que vous n'avez pas su faire fructifier ce que vous aviez. Vous êtes peut-être associé à des personnes qui vous ont plutôt arnaqué que d'introduire vos enfants, les amener à commencer à réfléchir en tant qu'entrepreneur. Et moi, ce que je veux également, c'est qu'on commence en Afrique à réfléchir sur le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, qui est un élément important qui permet aux gens de comprendre que 90% des gens sont dans… Parce que le cadran, en fait, c'est 4 blocs. Les employés, ceux qui travaillent pour quelqu'un, qui sont toute leur vie à travailler, qui dépendent en fait de leur patron. Il y en a qui, au bout d'un moment, se disent j'en ai marre de ça, qui décident je vais créer mon entreprise. Ils deviennent, c'est pas moi, ils créent une société de prestation de services. Ils deviennent donc des employés, des travailleurs autonomes. Mais là, justement, ils ont besoin de faire plus d'efforts que lorsqu'ils sont employés. Quand on est employé en fait de Shell ou de Total ou de toute autre société, on se donne à 80%, on a besoin d'une permission, bon, mon enfant est malade, mais quand tu as ton entreprise, tu dois être présent à 150%. Ce que Kiyosaki dit, c'est que les gens doivent apprendre à sortir de ces deux groupes-là et passer à la droite du cadran où on a donc les créateurs d'entreprises, des gens comme Bill Gates, enfin, tous ces sommités-là, et ensuite commencer à devenir des investisseurs, se dire avec l'argent que je gagne, qu'est-ce que je fais pour investir, pour générer des revenus résiduels. On doit arriver à ce point-là. Donc, ça veut dire qu'il faut enseigner à nos jeunes à réfléchir en tant qu'entrepreneurs, pas en tant qu'employés. Parce qu'employé, on ne peut jamais avoir la liberté financière. C'est ça. Et là encore, donc là, c'est ça, on ramène ça encore justement à la formation. Et également encore justement la formation et puis par l'entremise du fait qu'on doit mettre en valeur les gens justement qui sont dans ce processus, qui ont réussi. Ouais. Parce que très souvent, on a très peu d'exemples de ces gens-là. Hein? Si je parle si on ramène ça encore au cas du Gabon et tout, ouais. Mais très souvent, si on regarde la majorité des milliardaires ou des millionnaires, si on peut les appeler ainsi, là, ce sont des gens qui ont touché à la politique. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Donc, le message, tout de suite, il est clair. Tu ne peux pas faire de l'argent, du moins beaucoup d'argent, si tu n'as pas occupé ou si tu n'occupes pas une fonction politique. Ce qui est regrettable, tu vas sur Guy Marcel, pourquoi? Parce que, voilà, donc cette politique de la main tendue, là, qui est permanente, se dit, écoute, on est prêt à tout pour entrer dans la politique parce qu'on sait que c'est par ce chemin-là qu'on peut se faire de l'argent. Voilà. Moi, je rappelle, je travaillais à Shell. Je travaillais à Shell et puis… un grand frère qui m'appelle, qui me dit, tu travailles à Shell, mais dans quel département tu es? Je dis, je suis dans le département donc, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il me dit, est-ce que tu as un budget? Je dis, ben non, je n'ai pas de budget directement. Ah, mais ce n'est pas un travail, ça. Tu vois la mentalité des gens? On s'attend à ce que quand tu as un poste, tu dois détourner. Voilà, c'est ça. Ça devient donc le sport national. On détourne parce que il faut le faire. Écoute, c'est recommandé, c'est prôné, c'est accepté, c'est même récompensé. C'est dingue. Donc, il n'y a personne qui a intérêt, il n'y a personne, à part parce que si tu regardes souvent la majorité des gens qui vont entreprendre chez nous, si je reviens encore à la réalité du Gabon, ce sont des gens qui ont cette fibre-là. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont, je veux dire, qui sont drivés, si je peux emprunter l'anglicisme. Ce n'est pas des gens qui sont drivés par le fait qu'ils ont vu des exemples où ils sont nécessairement, ils veulent s'en aller entreprendre pour pouvoir devenir millionnaire un jour. Non, c'est des gens qui ont cette fibre-là, qui veut avoir quelque chose qui lui appartient, une entreprise qui lui appartient et tout. Donc, parce que le message en arrière-plan, c'est que tu ne peux pas faire de l'argent si tu n'as pas de budget à gérer comme tu dis, ou si tu n'as pas un poste ministériel. Ouais, c'est sûr. C'est ce qui est dommage d'ailleurs.
Parce qu'en plus, la politique, comme on dit, c'est pas ça, c'est pas pour s'enrichir. La politique, c'est qu'on se met au service de l'autre. Tu as vu? Contrairement à l'entrepreneuriat, tu es là parce que tu veux te faire du profit. Tu crées ton entreprise, c'est que mon entreprise, je l'ai créée et mon fils va prendre le relais. Moi, je vois pas une chose qui est assez triste. Au Gabon, on avait à l'époque, il y avait des meubles qui étaient fabriqués au Gabon par l'entreprise Mbadou. Mbadou, oui. Mbadou. Alors, une entreprise qui était florissante. Oui. On se dit, mais pourquoi, après la mort de ce monsieur, pourquoi il n'y a pas eu comme une suite? C'est-à-dire qu'un fils qui reprend l'entreprise, c'est une famille d'entrepreneurs. C'est ça que les familles, quand on voit les familles comme les Kennedy, les Rothschild, toutes ces compagnies-là, les Rockefeller, c'est des personnes qui ont bâti des empires. Ford, c'est pareil. Les enfants viennent derrière et puis continuent l'affaire. C'est ça qu'on parle des familles qui sont reconnues en tant que des familles d'entrepreneurs. Or, on n'a pas ça chez nous. Le papa commence quelque chose et une fois qu'il est parti, terminé. Oui. On ne se souvient plus de ce qu'il faisait. Mais ça c'est des deux bords. Hein. Souvent, justement, certains parents justement vont s'organiser parce que vont s'organiser assez que tout tourne autour d'eux. Il y a des gens comme ça aussi là, qui s'organisent justement de telle sorte que tout tourne autour d'eux, fait qu'ils sont l'élément central. S'ils ne sont plus là, à cause d'eux, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Donc, il y a des gens qui n'introduisent pas nécessairement leurs enfants. Il y en a certains, ce n'est pas tous là, mais je pense qu'il y en a certains qui vont tout faire pour que je sois la pièce maîtresse de mon empire. Mais quand je ne suis pas là, l'empire complètement s'effondre complètement. Mais il y a des gens justement dont les enfants ne veulent rien savoir ou ne sont pas intéressés. Dont les enfants ne veulent rien savoir ou ne sont tout simplement pas intéressés, sont préoccupés à autre chose. Tu sais quoi? On forme ces enfants à devenir entrepreneurs. On leur apporte la fibre entrepreneuriale. Parce qu'on ne naît pas entrepreneur. C'est quand on voit ce que son père fait. Lorsque ton père t'implique dans ce qu'il fait, il commence à t'ouvrir des portes, il commence à te montrer, et puis il te donne la formation nécessaire parce qu'il estime qu'il veut que son fils ait des bases solides. Mais l'enfant va s'intéresser à ça parce qu'il voit son intérêt. Les enfants, ce sont des êtres qui sont très intéressés. Quand ils voient leur intérêt, ils vont certainement s'accrocher. Donc, il revient aux parents. On parlait tout à l'heure de l'importance de la famille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut justement mettre en place pour que notre famille devienne comme une famille d'entrepreneurs, que l'on puisse s'asseoir autour d'une table, on prend un bon repas, c'est comme si on tenait un conseil d'administration de notre famille, on parle de business, on parle de ce qu'on peut faire ensemble, on parle de comment on peut fructifier nos revenus. On doit en arriver là, parce que c'est ça qui fait justement la force d'un pays. Quand les gens commencent à être financièrement indépendants, ça fait en sorte qu'ils grandissent et ils n'ont pas besoin de chercher à détourner ou à… Non, parce que ça, c'est encore la mentalité du pauvre, tu vois. Mais en plus, pour enchérir, en plus, ça te donne le pouvoir d'influencer sur certaines décisions. On le sait ici en Occident. Hein, les politiques sont beaucoup influencés justement par ces grandes familles, là, ces grandes fortunes et tout, là, qui ont leur mot à dire sur la gestion ou sur les décisions à prendre pour la gestion du pays. Ouais. Donc c'est un moyen finalement de venir influencer les politiques qui peuvent être mises en place. Mais là, on revient encore à l'exemple des autres, parce qu'au Cameroun, qui n'est pas loin, là, si tu regardes, là, les grandes fortunes du Cameroun, il y en a beaucoup qui sont liées aux gens qui sont dans le commerce. Exactement. C'est juste à côté, là. Ouais. Donc, le fait que tout ça, là, on a été fermé à ce genre d'exemples-là, ce n'est pas des exemples qu'on a toujours mis de côté chez nous, mais malheureusement, nous, on a grandi avec le fait que si je veux avoir de l'argent, si je veux réussir dans la vie, il faut que je sois ministre quelque part ou bien il faut que j'occupe une fonction au sein du gouvernement au péril de sa propre vie ou de celle de sa progéniture. Ouais. Et c'est quand même dommage parce que quand on voit justement, j'ai mis le commentaire ici de coach Carole qui dit ici, qui dit ceci, ceux qui détournent dans un état n'ont aucune notion de l'investissement. C'est vrai. Parce qu'on pense que, tu sais, l'argent gagné facilement, tu sais que tu vas puiser dans une caisse. Oui. Tu ne peux même pas te dire, tu ne penses même pas en termes de fructifier cet argent, c'est que tu te dis, mais il y en aura toujours. Non. Il y en aura toujours. Voilà. Et malheureusement, quand le robinet se ferme, ben, tu as des gens qui ont été à des postes de responsabilité, tu les vois aujourd'hui prendre des clandos à Libreville, tu te dis, attends, mais il y a un problème là. Oui. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Et donc, c'est ça, tout ça, comme disait Mireille tantôt, c'est comme un changement de mentalité. Et quand on parle de changement de mentalité, ça doit être suivi justement de mécanismes pour amener à ce changement de mentalité. Ce n'est pas tout de le dire,
C'est pas tout ça soit beau dans des discours, parce que c'est ça. Voilà. Chez nous, c'est des beaux discours. L'ouverture de l'Assemblée nationale, il y a des beaux discours, mais il ne s'est jamais suivi de fait parce que, de un, il n'y a pas de mécanismes qui sont mis en place, mais d'autre part, on le fait seulement parce que, bon, ben, il faut amuser la galerie. Il faut contenter les gens, il faut faire plaisir à certains qui adorent justement entendre ce genre de discours-là et tout. Pour qui ça leur suffit, là. Ça prend de mots, et puis le reste, ça n'a pas d'importance. Tout à fait. Mais écoute, moi, je pense qu'il y a quand même de l'espoir dans tout ça. Il y a quand même de l'espoir. Il faut trouver la façon d'éduquer les gens, justement. Il faut que le pouvoir revienne aux gens. Il faut que les gens reprennent conscience du fait que il n'y a pas de fatalité. Ils ont leur mot à dire dans le développement du continent africain. Ouais. L'Afrique a besoin de grandir. L'Afrique peut être une superpuissance. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, unie, si l'Afrique arrive à s'unir, nous serons une force. Alors, le monde aura peur de l'Afrique. Mais l'avantage que nous avons, nous, en Afrique, c'est que nous ne sommes pas un peuple qui a une histoire de conquête ou d'envahissement ou d'asservissement de l'autre. L'Afrique, c'est un continent qui a toujours été très accueillante, tous les bras ouverts. C'est peut-être cela qui a facilité l'esclavage et puis la colonisation parce qu'on était tellement ouverts que, sans trop réfléchir, on a laissé ces personnes venir et puis abuser de nous. Mais l'Afrique, c'est un continent qui a du potentiel. Je pense que l'unité de l'Afrique est très importante. Nos chefs d'État, l'Union africaine doit commencer à y réfléchir sérieusement et faire en sorte que cela devienne une réalité pour tous. Parce que c'est dommage de voir que, bien qu'étant membre des Nations Unies, qu'un pays comme le Rwanda, un pays comme le Burundi, comme le Gabon, des petits pays qui sont soit-disant souverains, ces pays ne peuvent pas se mettre devant les États-Unis et négocier avec les États-Unis. Impossible. Vous n'avez pas, faites pas le poids. Parce que le budget de la ville de l'État de New York dépasse même 3 ou 4 fois le pays de votre budget. Comment pouvez-vous vous lever en tant que pays souverain et de revendiquer quoi que ce soit face aux États-Unis? Alors que l'Afrique, si on constitue un bloc avec les richesses que nous avons, le monde commencera à nous regarder différemment. C'est certain. Mais ça, il faut la volonté de ceux qui sont en place, qui vont se dire, moi, je veux changer les choses. Je veux que mon pays, que mon continent soit perçu de manière différente. Et ça prend la volonté individuelle de ceux qui sont donc à la tête des différents pays. Ben, de la tête et puis surtout, moi, je reviens toujours au peuple. Là. Moi, je pense que, parce que la tête de nos pays, justement, il y a des gens qui sont, je dis, il y a des gens qui sont à la tête de nos pays qui sont finalement juste le prolongement de la politique de certains pays, ou des gens qui sont, il ne faut pas avoir peur de le dire, il y a des gens qui sont mis au pouvoir par des gouvernements, certains gouvernements de l'Occident. Donc, des gens qui ont tout intérêt à ce que l'Afrique n'avance pas. Ouais. Mais moi, je pense que la prise de conscience et le véritable pouvoir, le véritable changement qu'on aura en Afrique va être soufflé par le peuple lui-même. Je pense que c'est des gens qui probablement vont devoir prendre des décisions, pas parce que ça les arrange, mais justement c'est parce qu'ils sont poussés à le faire. Exactement. À le faire, ils n'auront pas d'autre choix que de le faire. Exactement. Cette pression doit venir de l'Afrique. Mais regarde au Mali tout dernièrement, là tu as vu les manifestations au Mali et tout, mais je dis, l'Afrique est en train de bouger. La jeune génération est en train de mettre en place certaines choses qui vont à coup sûr bouleverser ou accélérer notre développement. Ça, c'est sûr. Ouais, moi, je pense qu'il y a un mouvement qui est irréversible. Et moi, j'aime bien le dynamisme des jeunes aujourd'hui. Et j'aime bien le commentaire de Liliane qui dit ceci. Elle dit ceci. OK, they did what they could at that time. En d'autres termes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient donc à cette époque. Maintenant, c'est une nouvelle donne. Now we can only use that as a lesson for something better. Donc, on se sert de l'expérience du passé pour voir ce qu'on peut faire maintenant pour nous améliorer. Donc, moi, je pense que les jeunes en ce moment bougent et moi, je suis content de voir que la plupart des jeunes Africains ne se voient pas en termes de Gabonais ou Congolais ou autres, se disent « je suis Africain ». Et c'est ça que nous devons avoir. Et moi, je pense que c'est très prophétique parce qu'un Occidental, quand il va en Afrique, il ne dit pas « je vais au Gabon », il dit « je vais en Afrique ». Pour eux, c'est comme si c'était un pays. C'est très prophétique, ça. Donc, c'est à nous de dire, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'Afrique devienne un bloc uni? Et quelqu'un m'a même dit, pour dire qu'on peut avoir comme une fédération d'États, et qui est un chef d'État de l'Afrique.
Et ce serait étonnant si, par exemple, après 5 ans, un nouveau président arrive et chacun aura la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice et ça va être formidable pour l'Afrique. Ce qui était le projet de Kadhafi, entre autres. Hein, Exactement. Encore, justement, oui. Ouais. Mais je pense que oui. Et je pense qu'on n'a pas. Il n'y a pas de choix. On s'en va vers ça, là, c'est irréversible. Il y a quelque chose qui a été mis en place et puis ça va finir par aboutir. Là, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais ça va finir par aboutir, ça c'est à coup sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, il ne peut rien se passer dans un coin du monde sans que cette information ne soit tout de suite disponible à l'autre bout du monde. Donc, les choses changent. Il faut prendre conscience de cela. L'Afrique a du potentiel. C'est à nous de voir en tant qu'individu qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour apporter justement notre contribution à la mise en place de cette Afrique qui sera unie. Au niveau du Gabon, du Congo, du Cameroun, au niveau de la sous-région, qu'est-ce qu'on peut faire pour être véritablement, se dire, si je veux aller de Brazzaville à Libreville, je n'ai pas besoin d'aller à Paris pour ensuite revenir pour aller à Brazzaville. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous mettre ensemble, dire, avoir une compagnie aérienne pour l'Afrique centrale ou avoir, c'est pas moi, des activités qui soient peut-être plus favorables au Congo. Ensuite, le Congo pourra distribuer au reste de l'Afrique centrale. Ce qui est favorable au Gabon, on le développe au Gabon. Ensuite, on distribue dans les autres pays. Chacun ne peut pas avoir son petit bout de, tu vois, un exemple tout simple, hein, avoir son eau minérale. Le Gabon a son eau minérale, le Congo a son eau minérale. Pourquoi on ne se met pas ensemble pour expliquer cette économie d'échelle qui fait qu'on puisse profiter pleinement de ce que nous avons? Ça prend un tout petit peu de la jugeote. Ça prend un tout petit peu de la jugeote. Ouais. Oui, mais non, je pense qu'il faut garder espoir. Et puis moi, je suis optimiste. Je suis optimiste et convaincu. Les choses changeront, c'est bien de voir ce qui se passe en ce moment. Et puis, il y a bien des choses qui sont déjà en branle et tout là. Le changement est arrivé. C'est clair qu'il va y avoir des forces obscures, ça c'est clair. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Mais il va juste falloir prendre conscience de tout ça et puis faire face. Exactement. On a déjà des cas d'école, fait qu'on pourrait bien s'en inspirer et tout. On a déjà des cas d'école, fait qu'il faudrait bien sûr. Pour pouvoir reproduire les mêmes choses. Formidable. En tout cas, on arrive donc au terme de cette discussion. C'était très passionnant. Moi, je pense que j'espère avoir l'occasion de t'avoir à nouveau sur le nouveau débat africain. Ce sera intéressant pour nous d'emmener peut-être le débat à notre niveau, peut-être de faire un peu un état des lieux et voir par rapport aux différentes avancées, aux différentes améliorations qui vont être apportées. J'espère que le message que nous avons emmené aujourd'hui, que nous avons apporté aujourd'hui, va aider ceux qui nous ont suivis à commencer à se remettre en question, à se mettre devant leur miroir et se poser les bonnes questions sur leur capacité à faire la différence dans la vie de la société, dans la vie d'un individu, dans leur vie. Parce qu'en fait, c'est quoi le changement? C'est amener la différence dans la vie d'une personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter la vie d'une personne à la fois? Et moi, je pense que se mettre devant son miroir et avoir l'heure juste par rapport à qui on est, examiner son cœur, c'est très important. Et moi, je suis heureux que tu aies accepté de prendre de ton temps pour venir justement sur cette plateforme pour partager ton point de vue et espérons-le que nous avons pu donc édifier les frères et les sœurs en Afrique par rapport justement à ce renouveau que nous voulons pour le continent. Non, mais pour finir, donc je tiens à te remercier et puis une fois de plus à te féliciter pour cette initiative-là. Je pense que, comme tu l'as dit, on a beaucoup de forums qui sont orientés vers des attaques, mais il est temps justement de renverser la dynamique, donc mettre en place des forums justement dans lesquels on peut discuter et de ce qu'on peut, à titre personnel ou à titre de la diaspora dans son ensemble, apporter à l'Afrique pour justement pouvoir insuffler ce vent de changement et de développement. D'autant plus que je pense que nous avons cet avantage d'être dans des pays qui sont à un certain moment passés par là où l'Afrique est en train de passer en ce moment. Fait que je pense avec ces clés, avec ces codes, on peut à coup sûr apporter quelque chose de grand ou apporter notre pierre à l'édifice qui constitue le développement de l'Afrique en fait. Donc écoute, merci encore et puis c'est fut un plaisir et puis je souhaite longue vie à ton initiative. Merci beaucoup, Imar. Toujours compter sur moi en cas de besoin. Pas de problème, je te ferai signe. Merci beaucoup.
Chers amis, donc vous avez suivi le débat. J'espère que vous avez tiré quelque chose de cet échange que j'ai eu avec Guy Martial. Ce que je voudrais que le débat ne s'arrête pas là. Moi, je pense qu'après ce live, il serait important pour ceux qui seraient intéressés de contacter Guy Martial. C'est une personne qui est très ouverte, qui est disponible, qui se fera un plaisir justement si vous voulez, si vous avez une plateforme, si vous voulez par exemple qu'il vienne partager sur votre plateforme son point de vue, qui donne son point de vue, qui vienne vous donner donc sa perspective de l'Afrique que nous voulons, une Afrique qui soit forte, qui soit unie, une Afrique qui puisse se mettre debout devant le reste du monde et puis qui soit considérée à sa juste valeur. Mais pour cela, ça prend chaque Africain justement de se mettre devant son miroir, de se regarder dans le miroir, se dire quelle est ma contribution, quel est mon énoncé de mission pendant que je suis sur cette terre, quel est l'héritage que je vais laisser. Commencer à avoir un cœur de service, un cœur ouvert à l'autre, où on commence à apprendre à faire la différence dans la vie des gens autour de nous et ne pas toujours avoir cette espèce d'attitude nombriliste qui fait en sorte qu'on ne voit que ses propres intérêts. Il est triste de voir que lorsqu'on se remplit les poches, lorsqu'on se sent bien dans sa peau, on ne peut pas être confortable de voir son frère à côté qui souffre. On ne peut pas être à l'aise avec ça. Donc, je pense que la solidarité, c'est très important, la fraternité, c'est important, et l'amour, c'est très important. D'où l'importance de la spiritualité qui va faire la différence dans tous les pays africains et qui va certainement emmener ce changement que nous voulons tous. Merci encore. C'était donc le nouveau débat africain. J'espère donc que vous serez nombreux la semaine prochaine pour un nouvel invité. Je ne sais pas si ce sera un francophone, mais on verra bien. Mais j'encourage les francophones qui veulent s'exprimer, ceux qui ont des postes de responsabilité, ceux qui ont des décisions à prendre, ceux qui peuvent faire la différence, de se manifester. Et je me ferai un plaisir de leur donner justement cette plateforme pour qu'ils puissent partager avec les auditeurs, avec ceux qui nous suivent, leur vue, leur perspective, leur projet pour l'Afrique que nous voulons. Une Afrique qui soit forte, une Afrique qui soit unie, une Afrique qui puisse justement faire face à tous les défis qui viennent de l'extérieur. Merci beaucoup et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.